à portée de la main. Voilà la tête qui va sortir. Voilà. Fabuleux, fabuleux. Regardez la tête. Voilà, si ici ces baleines ne mangent pratiquement pas ou se contentent d'un peu de plancton, dès qu'elles vont redescendre, je vous assure que c'est impressionnant, elle est quasiment sous le bateau. Regardez, ici c'est une femelle avec son petit qui est juste à côté, on peut la toucher. Elle passe sous le bateau. Voilà, elle passe sous le bateau, elle est juste dessous. Elle va pas relever, Diana, elle va pas relever le bateau. Non, non, reste tranquille. Ben, voilà, nous on est soulevés par la baleine. Hop. Ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Là, à droite. Dans un autre genre, les derniers bisons sauvages préservés à la frontière de l'Union soviétique demandent une approche des plus discrètes. L'arbre fait office de bouclier et le bison observe, puis charge. Plus de peur que de mal, mais il faut réaliser le tournage. Chacun se calme, se scrute, s'interroge sur l'autre et on y va. Ok. Vas-y. Et pour commencer, il convient d'en savoir plus sur l'histoire des bisons de Biéloveja. Les longues heures dans la brousse, notre équipe a la chance d'être guidée par les meilleurs. Ce jour-là, les éléphants sont au rendez-vous, mais ils ne souhaitent pas forcément notre présence. C'est impressionnant quand même. Oui. En principe, il n'y a pas de danger. Non, il n'y a pas de danger. Tu bouges un peu, tu t'arrêtes. Lui aussi, il va s'arrêter. Ils sont à combien de mètres là? Et 10 mètres, à peu près. Gorille dans la brume, le cadre est planté. Mais les plus grands primates de la planète se méritent. De longues heures de marche, une totale discrétion et une communication à voix basse. Nous voici enfin auprès des gorilles. Regardez, ils sont juste devant vous, à droite. Il y a un dos argenté, c'est le grand mâle. Alors pendant que nous nous installons, ici une femelle, regardez sur la gauche, juste là. La réputation pacifique des gorilles se vérifie, ils nous admettent presque en toute indifférence. Le guide nous autorise à tourner. Il faudra que je te dise cadré. Ça tourne. Attends. Cadré. Oui. Bonjour à tous. Il faut beaucoup d'humilité pour se faire accepter par les gorilles, les plus grands des primates et pourtant probablement les plus fragiles. Nous nous trouvons ici dans le Parc national des volcans, au Rwanda, dans cet univers, cette émission dont voici tout de suite le sommaire. La prise est bonne, tandis que le grand mâle décide de changer de lieu. Personne ne bouge, il choisit de passer à nos côtés sans un regard pour l'équipe de 5 personnes, un peu inquiète. Une femme a vécu des moments de complicité plus intenses avec ces mêmes gorilles. Cette femme, c'est Diane Fossé. 5 ans après son assassinat, la porte de sa tanière s'ouvre à notre caméra. C'est le choc. Tout est resté en l'état dans une dégradation inqualifiable. Les photos de ces chers gorilles pourrissent doucement au mur, tandis que les 2 pièces modestes illustrent encore le désordre du drame. Dans sa chambre, rien n'a été préservé, même son sang sert d'ultime témoignage. Triste dédain pour cette femme dont la mémoire résiste aux portes closes. Le Japon, ce jour-là, le soleil se lève sur un massacre. Les combats de chiens organisés en toute impunité par la mafia. Après plusieurs mois de négociations, les organisateurs acceptent à l'arraché que notre caméra témoigne. Pendant que les paris se poursuivent, nous filons dans les coulisses pour en savoir davantage. Le bilan est éloquent. Voilà, après quelques minutes de combat, un chien n'a pas résisté, il n'a pas été égorgé, en fait, il est mort d'un arrêt cardiaque.
En revanche, dans les eaux chaudes de la Guadeloupe, c'est la sérénité, enfin presque. L'équipement n'est pas des plus confortables, mais il va permettre d'établir un dialogue avec le biologiste qui surveille ses protégés. À la surface, une régie a été aménagée pour recevoir le son et l'image en direct. Elle va permettre de découvrir un site unique en son genre qui est préservé par la seule bonne volonté des locaux. Claude, c'est tout simplement fantastique. Si j'ose dire, on a l'impression d'être ici, sous l'eau, sur le paradis terrestre. Comment se fait-il que les poissons soient aussi familiers? L'explication de Claude est simple. Devant la passivité des hommes, les animaux offrent leur confiance, tout simplement. Animalia, ce fut aussi l'opération Footbassan réalisée avec l'équipe météo. Monsieur, rebonjour. Eh bien... Laurent Cabrol et Sophie Davant se sont fait les avocats de cet oiseau magique 2 fois par semaine. Une véritable première. C'est en effet en direct que les téléspectateurs ont pu suivre l'évolution des Footbassans depuis la réserve des Sept-Îles en Bretagne grâce à la caméra mobile de la LPO. Nous avons retrouvé le petit Footbassan. Il est là. Oh là là, ça y est, c'est endormi. Eh bien, c'est bien ma chance. Ah, tu te réveilles quand même. Alors, le petit oiseau, le nouveau, le petit bébé, il est dessous. Et là, ah, vous l'avez vu. Ici. Magnifique. Il est là. Reliés par faisceau au studio, les grands oiseaux de mer ont ainsi livré leur intimité de la naissance à l'envol. Et ce, en toute quiétude. Du reste, vous avez été nombreux à apprécier. En d'autres lieux, cet éléphant serait abattu. Il est jugé dangereux. Ici, c'est la liberté qu'il va retrouver. Capturé en pleine jungle, il est encadré par des pachydermes domestiques pour rejoindre la frontière thaïlandaise. Nos caméras vont l'accompagner lors de cet incroyable périple. Après 15 heures de route, c'est un radeau tiré par des barges militaires qui le dirige vers son nouveau territoire. L'éléphant a chargé, nous ne pouvons lui en vouloir de considérer l'homme comme son ennemi. Applaudissements, l'équipe respire après cette opération de la dernière chance. Sur la plage des Hâtes, cette tortue lutte comme des dizaines d'autres agonise. Opération symbolique, nous allons tenter son sauvetage. L'hélicoptère constitue la seule solution. Elle pèse près d'une demi-tonne et s'enlise à chaque instant davantage dans la boue. Le biologiste Jacques Frété est témoin de cette hécatombe depuis de longues années. Et les images de cette opération spectaculaire vont permettre de servir la cause d'une espèce particulièrement fragile. Ça y est, le harnais est enfin posé. La tortue, quasiment asphyxiée, va-t-elle supporter l'envolée? On appelle l'hélico. Nous allons le vérifier après une demi-heure de préparatifs dans cette boue dont on ne peut se défaire. L'écureuil arrache enfin la tortue. Jolie moralité pour une fable, mais ici, le seul souci reste de savoir si l'animal se positionne convenablement au bout de son filin. La fatigue n'existe plus, nous sentons que la liberté se jouera dans quelques instants. Dernière étape vécue en étrange complicité avec cet animal préhistorique, le véritable retour à la mer. Opération réussie. Voilà pour les quelques moments d'émotion que nous avons vécus au cours de ces nombreux tournages. Professeur Léon Schwarzenberg, d'abord merci d'être à nos côtés. Bon, j'ai envie de vous demander tout de suite, est-ce qu'on ne va pas vous reprocher finalement de vous intéresser un peu aux animaux alors qu'il y a une priorité qui est notamment celle du cancer? Alors, ceux qui font ces reproches sont des gens qu'on ne peut que mépriser pour une raison simple, c'est que lorsqu'ils disent choisir la défense des êtres humains à celle des animaux, c'est qu'ils n'aiment pas plus les premiers que les derniers. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui défendait la vie, c'est-à-dire l'existence de malades quelquefois désespérés, s'attaquer à la vie des animaux. C'est un peu le même combat, la même démarche. C'est le combat pour la vie. Et je crois que le combat pour la vie est indivisible, qu'il s'agisse des animaux, des êtres humains qui peuvent s'exprimer les uns et les autres à leur manière, ou des végétaux, des arbres qui peuvent aussi s'exprimer.
Alors on va justement voir une des expressions les plus fondamentales du monde animalier, c'est la période de l'amour. Je crois que beaucoup d'êtres vivants sont nés pour aimer, en tout cas pour se reproduire. Ça se traduit parfois par de superbes images. Rivé à la tige d'une plante marine, un couple d'hippocampes fait des tours de manège. Le mâle est plus foncé que la femelle. L'étreinte est une danse. On s'étourdit dans un incessant mouvement giratoire. On fait des ronds dans l'eau. Pour Amanda, le moment le plus important de ces observations est de retour. L'accouplement de ce couple d'hippocampes inaugure une nouvelle saison des amours. Pendant 3 à 4 jours, le mâle va dilater la poche de son ventre pour se préparer à recevoir les œufs que la femelle n'aura mis que quelques heures à pondre. Dame Hippocampe est prête. Elle regarde monsieur se tordre sous l'effort pour accueillir le plus invraisemblable des transferts de maternité. Ça y est, il est prêt. Dans quelques instants, une femelle, descendant en rappel tel un alpiniste de son perchoir, va déposer, en un attouchement délicat, plusieurs centaines d'œufs dans le corps de son fiancé. Dans l'alphabet des arabesques amoureuses, 2 S, 2 hippocampes se font face et se touchent du bout du ventre. Les hippocampes inventent le père porteur. Monsieur Hippocampe va accoucher et des petits chevaux de mer vont quitter l'écurie de son ventre. L'accouchement peut durer 24 heures. « 150 alevins en moyenne, taille 1 cm de longueur. Il quitte définitivement ce paradis, l'utérus d'un père. Adieu à cette poche dont le tissu produit durant la période de gestation toutes les ressources nutritives nécessaires à la croissance des jeunes hippocampes. Adieu à cet utérus dont le métabolisme est réglé par les mêmes hormones que celles qui gèrent le développement harmonieux du fœtus humain. Mais là s'arrête la ressemblance, car il y aura toujours un seul père susceptible de porter aussi bien ses enfants au cœur de son corps pour finalement les projeter dans le ciel de la mer comme autant de paillettes de vie. Le cérémonial amoureux chez les oiseaux respecte des règles bien précises. Le fou de bassin vit en communauté conséquente. Un de ses problèmes est donc de préserver un territoire bien à lui. Pas facile avec cette foule, surtout en période de nidification. La séduction du mâle, d'abord considéré comme un intrus, va consister en une offrande de quelques branchages. Et ce présent va réorienter l'agressivité de la partenaire souhaitée qui va défendre alors avec excès le territoire devenu commun et accepter cette nouvelle présence. Maintenant que la glace est rompue, vont suivre une multitude de gestes d'apaisement. Là encore, il faut mettre en confiance. Procréer n'est pas un acte banal, il est précédé d'un cérémonial, toujours le même. La phase finale est accomplie sans gêne, au milieu de la communauté, aussi naturellement que le repas ou la construction du nid. C'est la vie. Chez les oiseaux, l'accouplement est bref, maladroit, disent les hommes. Une appréciation toute subjective, les fous de bassin ne s'en sont jamais plaints. L'idée que les éléphants ne s'accouplent que dans l'eau pour faciliter le problème de leur poids, en vertu de la poussée d'Archimède, n'est qu'une croyance des plus mythiques. Malgré leur taille impressionnante, l'accouplement est très tendre.
caresse le dos de sa partenaire avec sa trompe. Cela a aussi pour but de la rassurer, de l'empêcher de se déplacer ou de risquer de faire un faux mouvement. Pour que l'accouplement soit réussi, la femelle doit aussi coopérer. Pour obtenir cette coopération, le mâle la persuade gentiment en la poussant très délicatement. L'accouplement s'accomplit très vite, comme c'est le cas chez tous les herbivores. Mais les éléphants peuvent s'accoupler plusieurs fois, quelle santé, pendant les 4 jours de l'estrus. La première mise bas a lieu vers l'âge de 10 à 11 ans et la vie sexuelle des femelles dure de 25 à 30 années. Durant ce laps de temps, une femelle a environ 7 jeunes, dont 3 ou 4 atteindront l'âge adulte. Comme mâle et femelle sont en nombre égal, une femelle laissera au maximum 2 descendants de son sexe. La reproduction des éléphants est donc très lente. L'enfance de Tarka prit fin lorsqu'il quitta les environs du viaduc. Maintenant, son nom lui saillait à merveille car il était un vagabond et un sans-abri. Alors qu'il vagabondait dans les ruisseaux, il fut attiré par l'odeur d'une loutre femelle. Bientôt, il entendit le sifflement de la femelle et un sentiment de joie lui réchauffa le cœur. Elle avait le même âge que lui. Tarka éprouva un sentiment aussi vif qu'intense. Il était déjà amoureux d'elle. Pendant que sa compagne attendait la naissance de ses petits, Tarka retourna vers le lieu de sa naissance, le repère au hibou. Léon Schwarzenberg, ces amours animaliers, ça vous inspire quelque chose de précis, non? Le père porteur, c'est étonnant quand même. Oui, mais ce qui est beau, c'est que c'est la loi de toutes les espèces vivantes. Ouais. La véritable loi des espèces vivantes, c'est l'amour. C'est la possibilité de procréer. C'est ce qu'un grand biologiste moderne appelait la logique du vivant. Et c'est à ce niveau-là qu'on se trouve pris dans le même monde, le monde de la vie et ce qu'il faut bien appeler le monde de l'amour, dans lequel tout ce que nous venons de voir nous donne une belle leçon. D'où vous vient précisément cet amour pour les animaux? Parce qu'on peut dire que vous portez en tout cas de l'affection pour le monde animal. On s'est venu peu à peu. D'abord, il y a évidemment les souvenirs d'enfance. Il y a, quand on est triste et qu'on s'estime l'objet d'une réprimande imméritée, les poils du chat dans lequel on cache son visage. Et tous les enfants du monde qui ont tué un chat lui vouent un amour et une grande mémoire
irréfragable. Et puis aussi le fait que cette impossibilité qu'ils ont de s'exprimer vis-à-vis de nous, alors qu'ils s'expriment très bien entre eux, m'a toujours fait un peu de peine. Parce que, en fait, ils signifient très bien les animaux. Par exemple, j'ai essayé de faire réfléchir au laboratoire un certain nombre de personnes qui travaillent sur des animaux dits inférieurs comme les souris et les rats, sur ce qui se passait quand un animal avait mal et qu'il criait. Alors quand un animal crie parce qu'il souffre, c'est pas un réflexe. Si c'était seulement un réflexe, il retirerait la patte, murmurait le corps. S'il crie, c'est parce qu'il appelle. Et c'est ce qui est émouvant dans la signification de la douleur animale, c'est cet appel à l'autre, et la raison pour laquelle la douleur est aussi nuisible chez les espèces animales que chez les êtres humains. Léon Schwarzenberg, vous allez voir que parfois cet appel est entendu, notamment par des personnalités qui n'hésitent pas, comme vous le faites aujourd'hui du reste, à s'engager pour que vive la vie. Alors en premier lieu, eh bien c'est Brigitte Bardot qui, comme d'habitude, ne mâche pas ses mots. Pourquoi l'homme s'acharne-t-il comme ça sur l'animal? Qu'est-ce que l'animal a fait à l'homme pour qu'on le détruise, qu'on le massacre, qu'on le mutile aussi fréquemment, alors qu'on avertit, on essaye de faire comprendre et de faire prendre conscience aux gens. Et je vais vous dire ce que c'est. C'est le pognon, c'est l'argent, c'est l'industrialisation de la mort, et c'est les causes matérielles et économiques qu'apportent les animaux aux États en général. Ce qu'il faut, c'est que l'opinion publique soit tellement alarmée sur le fait que les gouvernants ne font pas assez. C'est comme ça que les politiciens vont réagir et faire quelque chose. Votre Altesse, est-ce que vous pensez que nos ancêtres étaient plus sages que nous? Oui. Parce que, pour commencer, il y avait moins d'êtres humains. Hein, et ils n'avaient aucune idée du trafic des animaux qu'ils ont tués. Ils tuaient des animaux uniquement pour vivre eux-mêmes. Alors, la nature et eux travaillaient ensemble et l'équilibre restait. Et nous avons détruit l'équilibre. Plus le temps passe, plus je sens qu'on se fond avec la nature. On est tous partis, on fait tous partie de la même vie. C'est la vie qui est importante, l'être vivant qui est important. De la fleur jusqu'à la grande baleine, on fait tous partie de cette vie. Et je vois qu'il faut beaucoup de tendresse pour tout ça. Il faut protéger tout ça. J'ai découvert que, comme une humaine, j'ai pensé que les animaux sont moins supérieurs. Et j'ai réalisé que vraiment, comme enfant, on apprend ça. Et je pense que si on peut sauver les gorilles, on peut nous sauver. Pour moi, qui suis cassé, entre guillemets, les oiseaux, c'est la liberté. Il n'y a pas de frontières. C'est vrai, je dis que les oiseaux, ce sont des fleurs qui volent. Eh bien, tous les animaux ont des moyens d'expression extraordinaires quand on les observe. Et ce sont les instants où l'on peut être tranquille, de rentrer dans un monde de réflexion sans agressivité. Parce que bien sûr, les animaux se battent pour vivre. Mais ils se battent pour vivre parce qu'il faut continuer la vie. Ils ne se battent pas gratuitement. L'homme a tort de se croire d'une autre espèce et d'une autre essence que l'animal. Au fond, l'homme est un primate avec 3 millions d'années en plus, ou 3 à 4 millions d'années en plus. C'est-à-dire que nous avons évolué, c'est tout. Robert Merle, vous aimez les animaux? Oui, j'aime les animaux, mais je les aime pas du tout comme on les aimait au XIXe siècle, où on les considérait comme nos frères inférieurs. En fait, il faut faire attention, parce que dans cette idée de frères inférieurs, il y a l'idée qu'ils sont taillables et corvéables à merci. Et Dieu sait si on a très mal traité les chevaux et les ânes. Et on les traite encore mal dans certains continents, comme vous le savez. Mais finalement, on aime les animaux comme on aime les hommes. Qui n'aime pas les animaux n'aime pas les hommes. C'est parce que nous sommes très proches d'eux, et ils sont très proches de nous. On peut seulement espérer que, lentement, les médias, par exemple, les administrateurs, les politiciens, les églises, les scientifiques, ils vont tous lentement comprendre quelles sont leurs responsabilités.
pour tenir la vie entière ici sur le monde. L'homme est le plus grand prédateur qui puisse exister pour l'homme. Et je crois que si on prenait plus conscience de cette faculté de destruction que l'homme a pour lui-même et pour la planète, on réagirait beaucoup plus au fait qu'on va peut-être manquer d'eau, que la couche d'ozone est détruite, que les animaux sont massacrés et en voie de disparition, que le béton envahit la planète et que l'homme va se retrouver un jour seul en face de lui-même et se détruira forcément. Professeur, vous partagez cette vision de Brigitte Bardot pour l'avenir? J'ai peur, oui. J'espère que non, quand même. Puisqu'il est vrai que l'espèce humaine n'a qu'une qualité qu'on lui reconnaît comme supérieure aux autres espèces, c'est la grandeur de sa boîte crânienne et le cerveau qu'il y a à l'intérieur. Tout dépend ce qu'on en fait. Parce que pour la vision, on voit moins bien que les chouettes. Pour l'audition, on entend moins bien que les oiseaux. Pour l'odorat, on en sent moins bien que les chiens. Pour la résistance, on a moins de courage qu'un taureau et moins de fidélité qu'un loup. Il paraît que c'est dans la médiocrité que l'homme devient le plus performant. Ce qui se passe, c'est qu'il y a dans l'espèce humaine de tout. Il y a du sublime, il faut bien le reconnaître, et il y a la pire des lâchetés. Mais ce que vous avez remarqué une chose, c'est que toutes les personnes qui sont adressées à nous ce soir sont dans une certaine mesure assez belles. Regardez le visage de ceux qui détestent les animaux, et vous comprendrez tout de suite pourquoi ils les détestent. Parce qu'ils se détestent eux-mêmes. Est-ce que vous croyez, on a vu des hommes politiques dans ces témoignages, que l'homme politique est le premier responsable puisqu'il a pour vocation de nous guider? Dans la mesure où il a une certaine puissance, bien entendu. Ceci dit, il n'est que le reflet de la société. Et dans la société contemporaine, les animaux sont tout de même mieux vus, par exemple en France aujourd'hui, qu'ils ne l'étaient il y a un certain nombre d'années. La preuve des émissions comme les vôtres qui sont regardées et qui prouvent que ceux qui sont les défenseurs des animaux et par conséquent les défenseurs de la vie prennent du poids et dont on peut espérer qu'ils finiront par vaincre malgré les appréhensions de Brigitte Bardot. Alors on va poursuivre avec un volet plus heureux. On retourne dans le monde animalier. Je vous propose de tourner une nouvelle page de ce grand livre de la vie. Le registre de la baleine à bosse est le plus fascinant de la planète. Casta diva de l'univers marin, sa mélodie à peine audible à l'homme a fait rêver pendant des siècles le marin solitaire, perdu au bout du monde, entendant sur le pont d'un navire remonter un soir du fond des mers sans autre vague que son vague à l'âme, ce chant pour l'habiller d'un corps de sirène. Il y a bien longtemps, une sorte de babouin est revenu dans la forêt qui reprenait ses droits. Alors son apparence s'est radicalement transformée, la couleur est venue. C'est le mandril d'Afrique de l'Est aux incroyables poches sous les yeux. Sous sa peau brillante, le mandril mâle grogne en permanence, la femelle, elle, se tait, et pendant ce temps, le bleu de son visage perce l'obscurité. Là aussi, à quoi sert-il ce masque qu'on croit peint par une main humaine, à impressionner les prédateurs, mais aussi à maintenir la cohésion du groupe. Les symboles masculins du mandril se sont développés à l'avant et à l'arrière. Ce sont des sortes de feux de position, suivez-moi, dit-il, et le grand mâle guide ainsi le groupe lors des longs voyages dans la sombre forêt. Le museau du mandril cache ses yeux, il obscurcit même sa propre vue. Mais pour lui, il est beaucoup plus important d'être vu que de voir. Voyage au-dessus d'une plage. Vision estivale grossière. Granuleuse perception de la vie des hommes. L'abeille ne connaît pas le rouge. L'abeille n'est sensible qu'au vert, au bleu et à l'ultraviolet. Avec ces yeux-là, elle compose une image de couleur de notre univers bien différente de la nôtre. Vivre constamment dans un balai de couleurs dominé par l'ultraviolet.
s'y poser comme attiré par le plus sûr des repères visuels, s'y rouler comme un pinceau se piquerait de couleurs étranges sur la palette du peintre, vertige des différences de perception visuelle. Devant ces bouquets de fleurs, quelles sont alors les vraies couleurs? Celles que nous percevons, nous les hommes? Ou celles qui enivrent les abeilles? Come darling, come. Pas scientifique de formation pour dessous, Desmond a eu pourtant de la jugeote. Ce qui manquait tant à l'éducation des guépards, c'était tout simplement une babale. La preuve. Du coup, Desmond s'est transformé en entraîneur de foot avec succès. Petits guépards ont vu le jour depuis 1960 et ils sont tous nés avec une babale dans les pattes. Au début 1985, avec les premières chutes de neige, les oiseaux éprouvèrent plus de difficultés pour trouver leur nourriture. Et la faim les poussait ostensiblement vers les mangeoires, ce qui permit de pratiquer d'autres tests à travers le pays. À Somerset, Denise Edwards était si déterminée à découvrir l'oiseau le plus astucieux parmi ceux qui visitaient son jardin qu'il leur a fixé des anneaux colorés aux pattes avant de les mettre à l'épreuve. Celle-ci consiste pour l'oiseau à tirer sur la ficelle pour faire remonter une petite boîte contenant une cacahuète. Cet oiseau sans anneau n'y comprend rien du tout. Ce n'est pas le cas de celui-ci, à l'anneau rose, qui accomplit la tâche d'une manière exemplaire. Ensuite, Denise Edwards décide de les tester de façon plus complexe, au moyen de cet appareil compartimenté. Cette fois, les oiseaux doivent tirer successivement plusieurs ficelles, dans un ordre précis, pour faire progresser la cacahuète vers la sortie, ce qui implique d'en repérer la position à mesure du déroulement de l'épreuve. L'oiseau sans anneau se trompe à nouveau et s'enfuit, la queue entre les pattes. Cependant, lorsqu'il revient, il prend le temps de regarder la position de la cacahuète, ce qui est nettement plus efficace. Ainsi, nos oiseaux sont peut-être beaucoup plus intelligents que nous le pensons. C'est en tout cas ce que Simon King a commencé à croire lorsqu'il filma le plus surprenant d'entre eux, le seul capable de faire ce test en plusieurs étapes. Pour le réaliser, il fallait accomplir 8 gestes successifs et dans le bon ordre. Au moment où l'on appela Simon King pour tourner cette séquence, cette mésange avait déjà passé une année à apprendre ce test final. Même si point trop n'en faut, chapeau et vive la cervelle d'oiseau. Funambule changeant constamment de fil, de branche. Artiste d'un ballet merveilleux. Il danse et chacun de ses bonds semble faire naître une branche. Haut les pattes, haut les mains, je marche comme on saute, c'est un hold-up. Un animal vient de voler la loi de l'attraction universelle. Réaction, professeur, à travers cette ménagerie qu'on vient de voir?
Ben, c'est que chaque animal caractérise très exactement une qualité. Il n'y a rien de plus beau que les félins comme les jaguars, les guépards ou les tigres. Il y a d'autres animaux qui caractérisent la sociabilité, le travail, exemple les abeilles. Puis d'autres animaux qui sont l'image même de la fidélité, le chien. L'image de l'indépendance, le chat, qu'on n'a pas encore vu d'ailleurs. Et l'image de la tendresse aussi, les oiseaux. Et on peut dire que chacune de ces espèces caractérise ce qui, si elles étaient réunies chez un être humain, en ferait un petit dieu. Mais ça n'arrive jamais. Est-ce que vous vous êtes attaché au cours de votre existence à une espèce ou à un animal particulièrement? Par nécessité, étant donné que je vis en ville, je me suis intéressé aux chiens et aux chats, qui sont les amis de l'homme, comme on dit. Mais l'animal qui me perturbe le plus, si je puis dire, au sens profond, c'est le gorille. Parce que le gorille, c'est vraiment notre grand frère. On voit très bien qu'il pense, qu'il réfléchit, et que peut-être, s'il ne souhaite pas parler, c'est qu'il pense que c'est inutile. Mais c'est un animal très émouvant. On dit des orang-outans en Malaisie que sont les hommes des bois et que s'ils sont hommes des bois, c'est parce qu'ils sont retournés dans la forêt et qu'ils ont décidé de ne pas parler pour ne pas travailler. Ça, c'est une autre approche. Je vous propose de poursuivre avec les engagements qui ont été menés par Animalia. Alors, je tiens à vous dire tout de suite qu'on a toujours été très attentif à ne pas faire de cette émission l'antichambre d'un militantisme primaire. En revanche, on pouvait difficilement rester indifférent devant des responsabilités qui nous revenaient dès lors que l'animal pouvait souffrir ou être menacé. Voilà notre combat résumé, ainsi que celui des nombreuses associations de protection de la nature. 700 pièces d'ivoire, les défenses de dizaines d'éléphants, le stock saisi par les douanes françaises en un an. Michel Charasse, le ministre du Budget, prend les commandes d'un rouleau compresseur. Pour Animalia, les autorités françaises devancent les lois internationales. Elles interdisent maintenant l'importation et la commercialisation de l'ivoire. J'espère surtout que si les trafiquants voient ces images, ils se diront que ça vaut vraiment pas la peine de prendre des risques pour en finir comme ça. Nous l'avons appelé le safari des lâches. Comme des dizaines d'ours ou de panthères, ce lion a été acheté dans un zoo. Il a servi de cible aux clients de ces anciens du Vietnam, en mal de sensations fortes. 35 000 francs le week-end dans cette forêt de l'Oklahoma. Une bête affaiblie et coincée que l'on vise pour le plaisir de tuer. Mais ça, c'est terminé. Les tireurs du dimanche n'ont qu'à rester chez eux. Animalia, les associations internationales de protection se sont mobilisées. Descente des policiers fédéraux. Fini les jeux de massacre. Cet abattoir à ciel ouvert a dû fermer. Fini la consécration avec le sang de la victime. Animalia a gagné d'autres combats. Cette femelle orang-outan s'appelle Ralphone. Elle avait été saisie par la douane. Grâce à une formidable chaîne de solidarité, elle va pouvoir retourner dans son pays natal, la Malaisie. 2 jours de voyage et Ralphone est accueillie comme une star à Kuala Lumpur par 6 ministres de l'Environnement de l'Asie du Sud-Est. Elle ne le sait pas encore, mais c'est à Bornéo qu'elle va terminer son périple, dans un centre où elle sera réacclimatée avant d'être libérée. Et voici enfin le moment que toute notre équipe attend depuis si longtemps. Voici le moment où Ralphone va retrouver sa jungle, un univers auquel on l'avait arraché alors qu'elle n'avait que quelques mois.
Gaspard, ce jeune vautour moine, une espèce rare, moins de 3000 couples dans le monde. Nous l'avons emmené au Baléares pour qu'il y trouve une femelle. Son premier vol, il l'a fait dans un avion. Gaspard va retrouver 2 de ses congénères dans une sorte de grotte où il va être relâché dans quelques jours. Et il y aura juste une personne qui va s'en occuper, c'est-à-dire que là, on ne peut pas aller voir parce qu'il faut qu'il soit complètement dans la nature et qu'il retrouve la nature originelle. Autre pari gagné, chaque semaine, faire adopter un toutou recueilli par la SPA. Tatoués, vaccinés contre la rage, tous ces chiens abandonnés ont pu trouver un foyer. La SPA pour les animaux domestiques, le VVF pour les animaux sauvages. Le Fonds mondial pour la nature mène un combat sans relâche pour que cessent les trafics. Les baleines ne doivent plus être chassées, les félins ne doivent plus être empaillés. La lutte pour les espèces menacées est mondiale. Dans la savane africaine, si les rhinocéros et les éléphants ont un peu plus le droit de vivre et de vivre libre, ils le doivent en partie au VVF. En France aussi, les flamants roses ont été protégés grâce à son action. Vétérinaires sans frontières. Au Mali, une équipe de 5 vétérinaires et de 3 techniciens a lancé une campagne de vaccination des troupeaux. Pour que vivent les bêtes et pour que survivent les hommes, depuis 7 ans, ils enseignent à la population comment vacciner le bétail. Et puis toutes les petites initiatives. Alors, il y a 2 choses qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'un animal accidenté, c'est d'abord un animal qui souffre, donc il faut le manipuler avec précaution. Et puis deuxièmement, même si c'est l'animal familier, l'animal que vous connaissez, dont vous connaissez bien le caractère, il faut savoir que cet animal peut changer de caractère et peut devenir agressif du fait de sa souffrance. À Bord-les-Orgues, dans le Limousin, le club Jeune SPA construit un refuge. Leur loisir, ces enfants les passent à secourir les animaux abandonnés. Ils peuvent tout aussi bien garder les chiens d'un fermier malade que construire des niches. Pendant des dizaines d'années, les poteaux téléphoniques ont été un piège pour les oiseaux. Aujourd'hui, grâce à l'insistance des associations de protection de la nature, France Télécom accepte peu à peu de poser des bouchons. Ils sont placés au sommet des poteaux, maniement simple, et peut-être un jour fini le piège mortel. En Alsace, les cigognes doivent leur survie aux amis des oiseaux. Elles s'électrocutaient sur les pylônes. Depuis quelque temps, ces bâtons en plastique les empêchent de se poser. Il y a aussi les amis des chats. Cachou, Tatoche. Nous sommes dans le jardin d'un hôpital parisien. Michel Cambazard a créé l'école des chats. Ils sont libres, libres aussi les malades de venir se changer les idées. Tout le monde, à la soupe. N'ayez pas peur. Allez, à la soupe. Depuis 13 ans, ce sont les pensionnaires qui s'occupent des chats pour le plus grand bien de tous. On s'occupe beaucoup de préserver les pandas, les ours, les lions, et on ne s'occupe même pas des animaux domestiques qui ont servi de base de travail et de nourriture à nos ancêtres. Jean Coutard est un nostalgique au cœur gros comme ça. Depuis 25 ans, il recueille dans sa ferme de Charente-Maritime tout ce que la France compte en animaux de ferme oubliés. Grâce à lui notamment, les ânesses de Gascogne ne finissent plus en saucissons. Grâce à l'émission, il a reçu quelques subventions et un peu de foin ou de grains. Son domaine, c'est le musée vivant de notre culture rurale oubliée. Léon, je vous entendais dire, ça c'est un brave type à propos de l'homme au bétail. Oui, j'utilisais ce terme brave dans sa vieille signification française. C'est-à-dire c'est un homme qui aime les choses simples et qui s'efforce de les sauver. Et vous avez vu d'ailleurs que le plus intéressant, une des choses les plus intéressantes, c'est de faire défendre les animaux par les enfants. Si dans toutes nos écoles, on apprenait aux enfants à défendre les animaux, une fois devenus adultes, ils ne deviendraient pas ces sauvages, ou pour utiliser un terme plus vrai, ces salauds qu'on a vus tirer un lion à bout portant, et vous avez vu leur gueule en plus. Jamais un animal, quel qu'il soit au cours de son existence et durant les siècles, n'a agi de cette manière, parce que les animaux ne connaissent pas la haine.
Ces types-là connaissent la haine, la gloriole, la suffisance, la prétention. Enfin, ils ne méritent même pas de faire partie des espèces vivantes. Vous êtes dur, là. Ah oui, ça, c'est vrai, mais là, c'est des gens qui sont fous, qui sont des malades mentaux qu'on devrait mettre hors d'état de nuire. Enfin, déjà, on a mis les lions à distance respectueuse. Et les enfants pourraient beaucoup aider, justement, cette propagation de la défense des animaux. Si bien que, tout en étant tout à fait en accord avec ce que fait Brigitte Bardot pour la défense des animaux, je pense qu'on peut avoir un certain espoir. Parce que si on réveille dans l'être humain des qualités qui s'y trouvent quand même si elles ont disparu, c'est les types dont je parlais tout à l'heure, on peut arriver à faire que la Terre soit vivable pour tout le monde et qu'elle soit joyeuse et gaie, et en même temps que la souffrance, sinon disparaisse totalement, au moins soit diminuée au maximum. Voilà, c'est sur ce vœu que nous concluons notre émission. Merci, professeur, de nous avoir accompagnés. Je remercie également l'Hôtel Intercontinental qui nous a accueillis aujourd'hui dans sa suite royale. Et je vous donne rendez-vous samedi prochain sur Antenne 2 pour la 101e émission d'Animalia. Au revoir. La semaine prochaine, Alain Bougrain-Dubourg vous invite dans l'univers de l'insolite. Certains animaux auraient-ils un sixième sens? La science tente d'expliquer l'inconcevable. Le monstre du Loch Ness ou le Yéti sont-ils le fruit de notre imagination? Animalia enquête. 18 chevaux pour une calèche, le record de France est battu devant nos caméras. C'est samedi prochain, c'est dans Animalia, c'est sur Antenne 2. Oh,